Alors, il doit être l'heure, là, non? Je pense que 18h30 pile. Chers collègues, est-ce que vous m'entendez en visio? Oui. Oui, Très bien. très bien, parfait. Tout d'abord, bonsoir à vous tous, bonsoir à vous toutes. Nous devons laisser un tout petit peu de temps, c'est ça, pour qu'on soit directement enregistré, Diego? Ça y est, c'est parti, l'enregistrement est lancé, parfait. Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Madame Dominique Tessier. Est-ce qu'il y a des objections, des votes contre? Des abstentions? Merci beaucoup. Donc, Dominique Tessier va procéder à l'appel. Merci, Madame le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Madame Poussier-Winsbach, présente. Pardon, est-ce que vous pouvez veiller, s'il vous plaît, tous ceux qui sont en visio, pour que ça puisse fonctionner, je me permets le petit rappel, vous devez éteindre vos micros. Parce que là, nous entendons des interférences, donc ça veut dire qu'il y a des micros d'ouvert. Merci. Alors, Madame Poussier-Winsbach, présente. Pierre Aubry, présent. Madame Marical, présente. Monsieur Roussel. Présent. Madame Tessier, présente. Monsieur Cogny. Madame Cavelier. Monsieur Demondion. Madame Poulain. Elle est en ligne. Elle est On en la voit. ligne. Madame Bougon. En ligne. Monsieur Duval. En ligne. Madame Baril. Madame Soun, je l'ai En vu. ligne. Présente. Monsieur Serge Lambert, il est là. Madame Jor, je l'ai vu aussi. Madame Delalandre, Agnès, je l'ai vu. Madame Duornay a donné procuration à Monsieur Maheu. Monsieur Maheu. Présent. Madame Vengeance Stéphanie a donné procuration à Madame Marical. Monsieur Éric Flamand. Monsieur Fiquet Jonathan. Présent. Monsieur Hôpital Jean-Baptiste. Présent. Monsieur Mathias Valery. Madame Lepelletier Montaigne. Présente. Monsieur Patrick Jeanne. Excusez, absent. Hop, j'ai envoyé une procuration. Procuration. Monsieur Louiset. Présent. Madame Carl Lambert. Je l'ai vu. Présente. Madame Ligaudan. Présente. Monsieur Emmanuel Patry, je l'ai vu. Madame Martin a donné pouvoir à Madame Carl Lambert. Madame Cuisnier. Madame Cuisnier est en plan blanc et a donné procuration. Elle travaille en plan À qui blanc. Elle a peut donner procuration? à moi. Monsieur Bosco. On l'a pas, Monsieur Louiset, nous n'avons pas la procuration. Bah, je vous la procurerai. Ou alors, comment? Parce qu'elle vient de demander, elle m'a dit, je suis retenu à l'hôpital pour le. Alors donc, comment on fait, quoi? C'est clairement, quoi. Pour l'instant, elle est excusée. D'accord. Monsieur Bosco. Présent. Et Monsieur Fournier. Présent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous nous transmettrez sa procuration hein, dès que vous l'aurez, évidemment. Mais pour l'instant, elle ne peut être qu'excusée en l'absence de procuration, Monsieur Louiset. D'accord? Ok, ça marche. Nous devons adopter les procès-verbaux des séances des 13 novembre et 13 octobre et du 9 novembre 2020. Est-ce qu'il y a des remarques sur la séance du 13 octobre? Non. Pas de vote contre? Pas d'abstention? Merci beaucoup. Sur le procès-verbal de la séance du 9 novembre, est-ce qu'il y a des remarques? Non. Pas de vote contre? Pas d'abstention? Merci beaucoup.
Nous allons démarrer par l'affectation anticipée du résultat de fonctionnement de l'exercice 2020. David, tu as la parole. C'est une séance ce soir très budgétaire. Merci Madame le maire, chère Marie-Agnès. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez en visio. S'il y avait le moins de soucis, n'hésitez pas à le dire rapidement. Donc, nous passons à la première délibération. Présentons la première délibération concernant l'affectation anticipée du résultat de fonctionnement. Habituellement, nous votions en même temps le compte administratif, compte de gestion avec l'approbation du budget. Cette année, nous avons la possibilité également de différer ce vote du compte administratif pour pouvoir prendre le résultat et l'affecter dans le budget primitif. Donc, l'intérêt, c'est aussi de vous présenter le solde de l'exercice 2020 en fonctionnement, donc un solde positif, donc un excédent positif de 875 888,79 € et en investissement 1 389 978,49. Nous invitons à en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Mais aux voix, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci beaucoup. La délibération suivante, il s'agit d'une dotation, des dotations aux provisions. C'est même le budget, la délibération concernant l'ensemble de budget. Oui. Et nous verrons en effet à la fin de cette délibération le détail de la constitution de provisions aux dotations. Donc, comme nous l'avons vu sur la précédente délibération, notamment la reprise des excédents, que ce soit en fonctionnement et en investissement. Donc, je ne vous rappelle pas le montant, mais ils sont repris dans ce budget. Pour la section, alors je vais aller assez seulement sur les grandes masses financières. Vous avez tous eu accès à la fois et au budget dans le détail et surtout lors du débat d'orientation budgétaire, nous avons pu voir les orientations de cette année. Je vais essayer de ne pas trop vous noyer sous les chiffres. Déjà que l'exercice est plutôt compliqué en distanciel. Juste vous indiquer que le total des dépenses de fonctionnement pour l'exercice 2021 prévu est de 30 139 684 €, qui se décompose pour 6 500 000 € en charges à caractère général, à hauteur de 16 160 000 pour les charges de personnel et 2 952 000 pour les autres charges de gestion, notamment les subventions. Bien sûr, les charges financières qui correspondent aux intérêts des emprunts pour 418 000 €. 617 000 € de charges exceptionnelles, notamment des subventions exceptionnelles ou bien des titres annulés, et dotations provisions dont nous verrons juste après, à hauteur de 245 000 €. Concernant les recettes, comme un budget doit être équilibré, si on dépense, on doit avoir aussi des recettes. Le montant reste le même, ce qui est quand même une bonne chose puisque nous sommes bien équilibrés. Juste vous donner aussi les grandes lignes. Dans nos recettes, nous avons donc impôts et taxes à hauteur de 16 273 000 €. Donc, sachant que dans les impôts, les contributions directes, nous avons 2 250 000 €. Dans les dotations et subventions à hauteur de 9 678 000 €. Les produits des services, donc tout ce qui est facturé par la ville de Fécamp aux usagers à hauteur de 1 664 000 €. Et également les produits financiers à hauteur de 28 000 €, des produits exceptionnels à hauteur de 260 000 €. Et puisque nous avons constitué les provisions, nous avons aussi des reprises de provisions à hauteur de 450 000 € cette année. Concernant la section d'investissement, nous avons un total d'investissement à hauteur de 15 239 000 € cette année, dont 3 millions de remboursements d'emprunts. Donc, à hauteur, ce qui veut dire que les dépenses réelles d'investissement sont à 11 340 000 €. Concernant les provisions à constituer, on reviendra peut-être sur l'investissement, parce qu'on présentera la délibération sur les APCP, les autorisations de programme et les crédits de paiement, ce sera peut-être plus lisible. Et pour ne pas réitérer, pour les provisions, ce sont notamment des risques qui sont identifiés et donc la collectivité doit épargner, quelque part, doit mettre l'argent de côté, donc constituer une provision. Nous avons donc des provisions qui sont pour risques et charges, dont vous avez le détail ci-après, et également les provisions qui sont également constituées lorsqu'il y a du portage immobilier auprès de l'EPFN. Quelques focus.
Juste vous indiquer que les dotations de l'État cette année, comme on a pu l'indiquer lors du débat d'orientation budgétaire, sont en stabilité, hein, puisque nous avons 8 077 000 € pour 2021 contre 8 074 000 l'année dernière. Donc, une très, très légère hausse, mais bon, plutôt une stabilité si on regarde la masse. Alors, nous avons aussi des subventions d'investissement qui sont prévues à hauteur de 2 379 000 €, à hauteur donc de 767 000 € pour l'État, 1 88 000 € de la région et 524 000 pour le département. Donc, ce qui est quand même également un soutien des autres collectivités, hein, puisque notamment la région reste un partenaire très important dans nos projets. Concernant l'état de la dette, nous avions pu l'indiquer. Nous avons donc un encours de dette prévu pour 2021 à hauteur de 25 390 000 €. Nous remboursons sur une année complète 3 millions d'euros. Donc, ce qu'on rembourse chaque année, c'est 3 millions d'euros. Et comme j'ai pu l'indiquer tout à l'heure, les intérêts de la dette correspondent à 418 000 € pour 2021. Le programme d'emprunt est prévu à 4,8 millions pour l'exercice 2021, 4,8 millions. Voilà. Nous invitons à en délibérer. Et je reste à votre disposition, bien entendu, pour tous les détails qui ne manqueront pas d'être évoqués. Alors, un très grand merci, David, un très grand merci à M. Cardon et au service financier, parce que nous avons eu il y a quelques semaines le débat d'orientation budgétaire avec un rapport d'orientation budgétaire extrêmement complet. Et là, en fait, nous sommes dans la traduction de ce débat que nous avons eu et de ce que nous avions indiqué, sachant qu'on a toujours des incertitudes dont on a tenu compte cette année, puisque, en effet, l'an passé, on s'est retrouvé confronté à une situation totalement inédite. Donc, c'est un budget ambitieux, mais également prudentiel au regard de la situation que nous connaissons actuellement. Est-ce qu'il y a des questions ou des prises de parole ? Il n'y en a pas ? Je mets aux voix. Qui est contre ? Non, excusez-moi, Non, je peux parler ou vous m'entendez ? Ah oui, Emmanuel, on vous entend bien. Ah, pardon. Excusez-moi, je me battais avec l'iPad. Non, bien sûr, une prise de parole. Rapprochez-vous quand même du micro, s'il vous plaît. Alors du coup, je vais couper la caméra, je suis désolé, mais parce que sinon, je voulais voir en gros plan, c'est pas top. Hein. Voilà, vous m'entendez mieux ou pas ? Oui, on t'entend. Ok. Donc voilà, le vote du budget est sans doute le vote le plus politique au sens de l'orientation donnée à l'action publique d'une collectivité. Et je me permets donc d'avancer, et aussi au nom du groupe, mais aussi qui pourront intervenir après, et de Bénédicte Martin qui a… On ne vous entend pas très bien. Qui a eu un empêchement. Ben alors là, malheureusement, je me rapproche, j'ai la tête sur l'iPad. Je ne peux pas faire autrement. Donc, je vais essayer de parler un peu plus fort. C'est une question d'intensité ou c'est une question de… Oui, là, c'est mieux. Ok, d'accord. Donc voilà, donc je vous disais que je le fais aussi au nom de Bénédicte Martin, qui arrivera certainement en retard et donc qui m'a donné quelques éléments et dont je vais vous faire part. Donc voilà, je vais vous présenter les différents arguments et quelques exemples qui illustrent nos désaccords et qui vont justifier notre vote qui va être contre, et ce qui ne nous empêche pas de toujours amener, en tout cas, d'être le plus constructif possible. Alors tout d'abord, je suis surpris de votre estimation, page 16, sur les recettes encaissées au titre des prestations fournies, puisque vous budgétez 1 684 000 €, c'est-à-dire 500 000 € de plus que l'année dernière, et seulement 133 000 € de moins que l'année 2019. Alors, il s'agit notamment, vous parliez des recettes de musée qui avaient fait un grand bond sur cette ligne budgétaire. Et du coup, moi, je vous trouve malheureusement plus qu'optimiste, pour ne pas dire irréaliste sur ce sujet. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces hypothèses budgétaires ? Si vous voulez bien, dites-nous tout ce que vous avez comme point, et puis David et moi, et éventuellement M. Cardon, vous répondra à la fin. Pas de souci. Ensuite, je vais vous parler du fond, et malgré les intentions maintes fois répétées d'amorcer sur la transition écologique de notre territoire,
et devrait en ayant le développement durable comme horizon, nous ne percevrons pas concrètement comment s'opèrent les choix budgétaires en la matière, alors que ce soit en termes d'investissement ou de fonctionnement. La liste des ouvrages majeurs de l'année à venir ne permet pas d'amorcer cette transition comme vous l'indiquez. Vous affichez par exemple depuis 2014 une autorisation de programme. Ah, on ne vous entend plus là. On en est à autorisation de programme. Emmanuel? Ah, on vous a perdu. Comme vos choix budgétaires iraient plutôt dans ce... Attendez, Emmanuel. Oui. Vos commentaires se sont arrêtés à 2014, autorisation de programme. Il y a eu un bug, on ne vous a pas entendu pendant 2 minutes. Et là, on ne vous entend pas du tout. Vous captez plus? Bon. Et là, vous m'entendez mieux? Là, oui. Enfin, là, oui. Vous m'entendez mieux ou pas du tout? Là, oui. Je vais changer de réseau. Ah, c'est revenu. OK. Donc, ça s'est arrêté en 2014, c'est ça? Ah ouais, 2014, autorisation de programme. Bon. OK, d'accord. Voilà, donc après, voilà, je continuais. Voilà, ça faisait 7 ans et encore faut-il attendre encore 7 ans pour pouvoir concrétiser ces projets ou bien faut-il y renoncer et les choix budgétaires aujourd'hui iraient plutôt dans ce sens. Et de même, il y a quelques lignes qui nous paraissent assez incohérentes avec l'ambition d'une transition écologique, et notamment comment expliquer l'augmentation des dépenses de carburant, a fortiori en pleine pandémie, ou comment justifier la baisse des crédits dédiés à la plantation des arbres et arbustes. Alors certes, le montant passe de 26 500 € à 25 000 €, mais le symbole est frappant. Surtout, vous avez plutôt communiqué sur ce sujet. Ensuite, comment expliquer que le choix se porte sur une augmentation des dépenses des fêtes et cérémonies avec un passage de 90 000 € à 265 000 € dans un contexte qui s'y prête peu. Alors, 80 000 €, c'est l'année dernière qui était une année exceptionnelle, mais en 2019, de mémoire, c'est 140 et quelques mille euros. Ensuite, pourquoi prévoir une telle augmentation des frais liés au contentieux? C'est la ligne 62-27. Donc, la somme a plus que doublé. Est-ce que vous avez des informations à nous donner? Ou de même, dans la ligne afférente aux amendes, la ligne 1342, est-ce que le résultat d'une politique particulière de PV qui serait mise en place ou est-ce bien autre chose? Et enfin, je terminerai sur cette incompréhension majeure, et notamment c'est comment on peut justifier que les crédits du CCAS diminuent, passant de 1 600 000 € à 1 450 000 €. Donc, est-ce que vous pensez que sincèrement que la crise économique et sociale, qu'elle soit derrière nous, ou que l'impact de la crise sanitaire soit moins fort en 2021 qu'en 2020? Ce que nous en savons et ce que nous en percevons, suivant la détresse des familles, nous redoutons pour le territoire et c'est au contraire un effet plus dur dans les mois à venir. Alors, vous l'avez compris, nous aurions fait d'autres choix, celui de protéger les faits qu'emploi, les accompagner dans la transition écologique. Et voilà, pardon, excusez-moi, j'ai sauté une ligne. C'est tout? Oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Non? David, s'il te plaît. Alors, bonjour, bonsoir Emmanuel. Juste vous indiquer la première de vos questions concernant des prévisions de recettes. Vous savez qu'en effet, le musée est impactant, mais il n'y a pas que le musée qui concerne nos recettes en général. Les services refonctionnent de manière quasi normale. Ce qui veut dire aussi que les projections qui sont faites, c'est par rapport à une activité prévue par ces services-là. Aujourd'hui, seul le musée est impactant et seul le musée aujourd'hui connaît cette fermeture administrative. C'est un petit peu le pendant, pour répondre tout de suite à la dépense de carburant. Faut savoir que l'année dernière, les services, notamment, ont arrêté de fonctionner pendant près de 2 mois. Donc, en effet, il y a eu un gros impact sur le carburant, puisque, en effet, les véhicules ont beaucoup moins circulé l'année dernière. Et même, au-delà de l'arrêt total des services pendant 2 mois, il y a eu surtout un ralentissement de l'activité de nos services. Donc, là, cette année, on revient sur une année normale. Donc, ce n'est pas une augmentation liée au carburant, c'est que l'année dernière, il y a eu une forte diminution liée au confinement. Pardon, si je peux me permettre, ce n'est pas une année normale, c'est une année dans le fonctionnement classique des services. Mais je pense que pour les concitoyens qui nous écoutent, on sait très bien qu'on n'est pas dans une année normale.
Mais c'est vrai que nos services ont repris leur activité Complètement. de manière tout à fait normale, ce qu'on avait pu évoquer lors du débat d'orientation budgétaire. Concernant le produit des amendes, sachant que ce n'est pas la ville qui perçoit directement les amendes, c'est peut-être un amalgame qui est fait, c'est que toutes les amendes qui sont émises sur le territoire de la commune, une partie en revient à la collectivité, à la ville. Ce n'est pas des amendes comment dirais-je, émises par la police municipale ou les services de la ville. Ce sont toutes les amendes par la police nationale, la gendarmerie, qui seraient sur le territoire de la collectivité. Donc, il n'y a pas du tout une politique d'amende qui sont… Non, mais je me permets de vous couper, Oui. mais ça veut dire que le montant est quand même doublé. Que le montant est doublé entre l'année dernière et cette année. Ça, c'est un peu comme une dotation. On a l'État qui nous vient, un État qui nous arrive de la préfecture et qui nous indique le montant qui est attribué à la ville de Fécamp et à l'ensemble des amendes qui ont été infligées sur le territoire de la commune. Je crains malheureusement qu'il y ait eu quelques amendes pour non-port du masque, par exemple, notamment aussi pour le premier confinement, puisque c'est par rapport à 2020, hein, c'est bien ça. C'est par rapport à 2020 et nous l'avons vu lors du premier confinement, il y a quand même eu, on le sait, hein, on connaît tous des personnes qui se sont trompées, sont allées à la plage, sont allées du mauvais côté du quai, ou ont eu, pour non-port du masque, ensuite des amendes. Donc, je pense que c'est ce qui explique. Là, ce n'est pas un défaut d'anticipation ou pas, puisque c'est un chiffre qui nous est affirmé. D'accord, là, ce n'est pas un budget, c'est pas une… D'accord. Non, ce n'est pas quelque chose qu'on invente, c'est des chiffres qu'on a eus. Non, mais vous n'inventez rien. Oui, non, mais la question, elle est légitime, parce qu'en effet, autrement, on est souvent sur, non pas des supputations, puisqu'un budget se veut réel et sincère, mais il y a des éléments parfois dont on ignore s'ils seront exacts. Et là, on a, comme en termes de dotation, ces éléments qui nous sont transmis par l'État. Pour le contentieux, bah, écoutez, je pense qu'on est juste prudent. On n'a rien en effet à cacher, mais on sait très bien qu'il y a une judiciarisation de plus en plus importante. Donc, en effet, on anticipe au regard de ce que les uns et les autres. Et puis, pardon, Julien ? Et donc, Julien m'indique qu'en effet, nous sommes toujours en expertise pour le musée. Vous savez qu'il y avait des problèmes de travaux qui ne donnent pas entièrement satisfaction. Et quand on est au musée, on le perçoit bien malheureusement. Et donc, il s'agit de prévoir également des expertises dans ce domaine. Sur le développement durable, écoutez, on voit bien où c'est normal, hein, on fait de la politique, donc on voit bien où est le sujet. Nous, en effet, on a pris des engagements. Ils se lieront à l'aune de ce mandat. Et notamment, si sur le plan budgétaire, eh bien, peut-être que ça ne se traduit pas obligatoirement de manière plus importante, on voit bien qu'il y a une vraie prise de conscience au niveau de chaque service. Et chaque service, avant de lancer une action, eh bien, a cette réflexion. C'était vraiment une ligne de route que les uns et les autres ont. Et chaque action qui est menée se regarde au niveau du développement durable, c'est-à-dire quel impact sur le plan environnemental. On l'a encore évoqué il y a quelques jours avec les affaires scolaires, on le voit au service technique, on le voit dans tous les domaines. Et ça se verra en effet sans doute beaucoup plus concrètement lorsque nous pourrons bénéficier en effet de la dotation qui nous reviendra liée au parc éolien. C'est un engagement qu'on a pris très clairement. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des difficultés. À quoi on renonce ? Et ça, c'est un sujet qu'on a souvent eu aussi avec vous. On a des engagements très forts sur le CCS et tu vas probablement pouvoir en parler. On a des engagements très forts pour les associations. On a des engagements très forts pour les écoles. On a des engagements très forts ici ou là. Et vous savez que pour arriver à clore un budget eh bien, comme le nôtre, c'est toujours un exercice complexe. Donc, nous avons pris encore une fois des engagements très clairs qui se traduisent d'ores et déjà. On est sur de la végétalisation des écoles, on est sur des choses qui vraiment se verront. Maintenant, sur le détail que vous avez pris des 25 000 euros
pour les plantations, c'est à la demande des services. C'est à la demande des services. Alors moi, je peux pas vous dire pourquoi, etc. Mais on est vraiment sur un vrai plan de replantation. Et si on aurait pu mettre, pour faire plaisir, 60 000 euros ou 70 000 euros, sauf qu'on n'aurait pas été en capacité de pouvoir les planter parce que nos services ont un dimensionnement tel que c'est à cette hauteur-là que nous devons raisonnablement pouvoir fonctionner. Voilà pour les quelques éléments. Je pense que nous n'avons pas oublié. Si peut-être… ah oui, sur la communication, élément important, nous en avons parlé la dernière fois, c'est la solitaire du Figaro. Donc, il y aura sur le côté, enfin non pas sur le côté, mais il y aura en face des recettes, puisque nous l'avons également indiqué, eh bien, nous sommes soutenus dans cette aventure par le département, par la région et par des mécènes. Donc, l'augmentation, c'est comme l'année où nous avions inauguré le musée. Eh bien, nous avions en effet des fêtes et cérémonies plus importantes. Ça ne veut évidemment pas dire que nous allons organiser des fêtes et des cérémonies, mais nous avons mis dans cette ligne budgétaire la solitaire du Figaro. Alors, pour répondre concernant le CCAS, il n'y a pas de baisse de subvention pour le CCAS, puisque sur un rythme de croisière, nous sommes à 1 350 000 euros sur une année ordinaire. Vous verrez voir ça avec le compte administratif de 2019. L'année dernière, là, on était sur de la prévision. L'année dernière, c'était 1 450 000 euros qui ont été versés au CCAS selon les besoins du CCAS. Donc, on reconduit l'effort cette année de majorer la subvention ordinaire du CCAS de 100 000 euros. Donc, on est bien à 1 450 000, sachant qu'une année ordinaire, c'est 1 350 000. Donc, on a bien cet effort de la ville envers le CCAS dans cette subvention d'équilibre. Bien sûr, on répond à l'urgence sociale et ça, vous avez fait le constat également, Emmanuel. Nous avons bien cette disponibilité qui est bien présente et que les élus votent ce soir. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Je n'en vois pas. Je mets aux voix. Qui est contre? Bosco contre. Comment? Louise est contre. Qui a parlé? Louise est contre. Monsieur Louis est contre. Monsieur Bosco contre. Monsieur Boscos contre. Pisnier Céline aussi contre. Vous avez pu nous rejoindre? Oui, excusez-moi. Très bien, très bien. Et Emmanuel, vous nous avez dit que vous votiez contre? Monsieur Patry. Monsieur Patry. Vous avez le pouvoir de Madame Martin. C'est tout? Les abstentions? Oui, pardon. Qui s'abstient? Comment? Tout le monde vote pour le reste? Donc, on est d'accord, j'ai 5 votes contre. Et le reste, on est sur des votes favorables. Merci beaucoup. Nous passons à la délibération suivante. Le vote des taux d'imposition des contributions directes. C'est ça. Donc, comme chaque année, avec le budget, nous votons les taux d'imposition des contributions directes. Fidèle à nos engagements, la collectivité, la ville de Fécamp… Excuse-moi. Monsieur Patry, vous avez le pouvoir de qui? Monsieur Patry. Ouais, il faut qu'on soit sur le budget, il faut qu'on soit vraiment clair. Hein. Monsieur Patry, vous n'êtes plus là? Je crois qu'il a dit qu'il avait celui de Patrick Jeanne au début de séance. Oui. Alors, donc, je me suis trompée. Ça veut dire que Madame Martin a voté pour? Madame Karl Lambert, vous êtes avec nous? Elle a voté contre avec moi. Vous, on ne vous a pas entendu, Madame Karl Lambert? Je l'ai dit 2 fois en désactivant mon son, mais je ne sais pas, on n'entend pas. Bon, d'accord, donc je comprends mieux. Merci beaucoup. Pardon, on reprend la délibération là où nous en étions sur
Les votes des taux d'imposition des contributions directes. Voilà, donc comme je l'indiquais, l'équipe municipale reste fidèle à ses engagements, c'est-à-dire de ne pas augmenter la fiscalité des faits qu'emploi. Donc on vous propose ce soir de reconduire les taux de l'année précédente. Alors petite astuce, et ça ne nous aura peut-être pas échappé, qu'avec la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, il y a un transfert de fiscalité pour le fonds de compensation. Donc c'est d'additionner le taux du département. Donc, c'est pour ça, ne voyez pas une augmentation de 25%, mais bien, c'est bien l'addition du taux communal et du taux départemental qui arrive à un taux de 70%. 70,19 pour être très précis. Concernant la taxe d'habitation, seules restent taxées les résidences secondaires ainsi que les logements vacants. Donc, on arrive au taux de fiscalité pour 2021. Taxe d'habitation 22,85. Foncier bâti, c'est 70,19. Et pour le foncier non bâti, 45,27%. Alors, ce sera expliqué en effet aux contribuables, normalement, le département, l'addition du département et de la commune pour pas qu'il y ait d'inquiétude. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Je n'en vois pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci beaucoup. La délibération suivante pour la gestion pluriannuelle des autorisations de programme d'investissement. Et des crédits de paiement. Des crédits de paiement. C'est ça qui va nous intéresser aussi beaucoup ce soir. Nous avons donc, comme chaque année, une présentation de ce programme pluriannuel d'investissement avec, d'un côté, on a fait les autorisations de programme, c'est-à-dire l'enveloppe globale de l'équipement prévu qui s'étale sur plusieurs années. Et vous avez les crédits de paiement, c'est ce qui sera réellement prévu d'être dépensé cette année sur ce programme. Alors, quelques changements de dénomination, hein, c'était un peu dépoussiéré les autorisations de programme. Hein. Nous avions donc notamment la restauration de l'abbaye, ce qui devient donc une autorisation de programme qui s'appelle maintenant Monuments historiques et cultuels. Et nous avions également une autorisation de programme qui s'appelait précédemment Espace Dunant et voiries avoisinantes. Ça devient Aménagement du quartier du Précieux Sang. Nous avons aussi clôturé 2 autorisations de programme qui sont arrivées au bout, hein, notamment celle du PRU, hein, du programme de rénovation urbaine du Ramponneau, qui est donc terminé, ainsi que l'aire multiglisse, hein, ce qu'on appelait le skatepark. Je change juste d'écran, je suis désolé. Changement d'écran. Pour David. Voilà. C'est pas un bug. Vous avez donc dans la page suivante l'ensemble des autorisations de programme et surtout des crédits de paiement. Donc, comme pas de surprise, hein, ça correspond à ce qu'on a pu indiquer, notamment lors du débat d'orientation budgétaire. Les principales lignes, nous avons donc la salle polyvalente Jacques Anquetil, hein, qui sera vraiment le point d'orgue de nos équipements sportifs cette année, à hauteur de 2 315 000 €. Nous avons également les réseaux et la voirie à hauteur de 1 978 000 €. Et nous avons également, en grosse ligne de dépenses également prévues, les rénovations de salles et terrains de sport. Je vous laisse après, je ne vais pas continuer à égrener dans l'ensemble des montants. Je vous laisse bien sûr, reste à votre disposition. Merci David. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Je n'en vois pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité? Merci beaucoup. Le tableau des emplois. Tableau des emplois, pardon. C'est beau le modernisme. C'est bon? David cherche la délibération. C'est bon, je l'ai. Donc, comme régulièrement, nous avons donc une modification du tableau des emplois. Là, il convient aujourd'hui, c'est juste une petite modification, de la création de 4 adjoints techniques principaux de 2e classe. Hein. Donc, ce sont des recrutements à venir sur ce grade-là. Nous invitons à en délibérer. Pas de questions particulières sur cette délibération? Des votes contre? Des abstentions? Madame Carl-Lambert, vous bougez? Non, votre micro.
Non, non, je vote. Ah d'accord, très bien. Unanimité, merci beaucoup. La délibération suivante, comme vous le savez, la délégation et la gestion du camping municipal ont été confiées en 2003 à la SARL Domaine de Renéville. Une SAS Alpha Camping a informé la ville du rachat de 100% des parts sociales de cette fameuse SARL Domaine de Renéville à compter du 10 avril prochain. Et dans ce courrier, il nous était indiqué qu'elle prévoyait la reprise du camping sous l'enseigne Bel Air Village pour la durée restante d'exploitation de la délégation de service public, soit jusqu'en juin 2023. L'ensemble des documents nécessaires à cette cession nous ayant été fournis, je vous propose d'approuver l'opération de cession à la SAS Alpha Camping de l'intégralité des parts sociales de la SARL Camping de Renéville et de m'autoriser à notifier cet accord. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Alors oui, rebonjour Emmanuel, je suis désolé, j'ai été coupé pendant quelques minutes. Vous m'entendez? C'était bon au niveau des votes, Emmanuel? Du coup, je ne sais pas, j'ai voté contre le budget. C'est tout? Oui, du coup, Nous sommes au camping, là. Ouais, ok. Alors, pour le camping, j'avais une question, notamment de savoir, de toute façon, on n'a pas le choix. Vous, la collectivité n'a pas le choix de… Non, c'est exact. À partir du moment où on nous donne les éléments dont on a besoin, nous n'avons pas le choix. Et ça n'avait pas été repris par Flower Non, en fait, ils ont adhéré à une centrale de réservation, celle que vous avez nommée, à laquelle il ne m'appartient pas de faire de la publicité. Mais, voilà, ça n'avait pas été repris par eux. C'était en fait l'exploitant adhérait à cette campagne de réservation pour ses réservations et notamment son site en ligne. Là, c'est la reprise des actions de la SARL. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Tout à fait. Ceci étant répondu, nous passons aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci beaucoup. Une convention d'objectifs et convention de partenariat avec l'association Exister. Pierre, s'il te plaît. Oui, tout à fait. On m'entend? Oui. Bonjour à tous. Donc, il s'agit de vous présenter ce soir. Vous savez que la ville de Fécamp soutient depuis plusieurs années les actions de l'association Exister. Cet asso met en œuvre, avec le soutien notamment financier de la ville et en cohérence avec les orientations, une politique d'accompagnement social à Fécamp. La ville de Fécamp, pour cette année, a d'ores et déjà versé à l'association, je vous le rappelle, on avait débattu il y a quelque temps, une avance sur subvention. Et étant donné que le montant total des subventions est supérieur à 23 000 €, il convient de signer une convention d'objectifs et à la fin de la dernière convention, et on repart sur une nouvelle convention triennale pour les années 2021, 2022 et 2023. Cette convention permet de s'inscrire dans une approche coordonnée de l'offre d'insertion sociale et professionnelle sur le territoire, de s'inscrire en complémentarité des autres acteurs du territoire et notamment le bureau municipal de l'emploi et d'intervenir en priorité sur les actions non prises en charge par les services municipaux, afin de donner de la lisibilité aux différentes actions menées. Vous dire que pour cette nouvelle convention triennale, il y a une petite nouveauté, puisque la ville de Fécamp propose un partenariat entre l'association et le bureau municipal de l'emploi. Ce partenariat a pour objet la mise en place de permanence du bureau municipal de l'emploi, service municipal de la ville de Fécamp, au sein des bureaux de l'association Exister. La convention de partenariat est conclue pour une durée de 3 ans et donc nous nous reverrons en 2024 pour une nouvelle convention. Vous avez l'intégralité de la convention qui est jointe à la délibération et je vous invite à en délibérer. Alors, c'est aussi un très gros soutien à une association qui est connue d'un certain nombre de Fécampois et qui notamment accompagne un certain nombre de personnes qui rencontrent des difficultés lors d'un licenciement et que le partenariat s'accentue avec le bureau municipal de l'emploi est une vraie bonne chose. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Oui. Oui, pour moi. Monsieur Cluzet, allez-y. Oui, donc, je suis adhérent de l'association Exister et
les dates ne correspondent pas aux dates qu'on a discutées avec Pierre Aubry, puisque la date de mise en fonctionnement serait pour vous le 15/3/2021 et sur le document qu'on avait fait, c'était 15/2/2021. Alors, est-ce que c'est une coquille? Et donc, la même chose pour l'année 2024, fin du contrat, qui serait au 15/2/2024 au lieu de 15/3/2024. C'est la question à laquelle Pierre pourra répondre. Attends, Pierre, j'ai une autre question. Sur l'aide, donc il y aurait, il était convenu de faire 20 050 et là, il est affiché 18 050. J'ai ces trois questions-là à poser. Est-ce que tu peux y répondre? Alors, au niveau des dates, Monsieur Louiset, c'est assez simple. C'est juste la mise en place de l'agent. L'association on n'a pas joué, on a été tributaire des dates de disponibilité de l'agent, et ce qui fait qu'on a ce petit décalage d'un mois qui effectivement a été négocié. Au départ, on était parti sur la date de la mi-février et on est arrivé sur la date de la mi-mars. D'où le décalage sur le document. Enfin, on a deux décalages de dates qui sont dus à cette arrivée d'agent au bout d'un mois, le décalage d'un mois dans le calendrier d'arrivée et de mise à disposition de l'agent. C'est principalement ça. Quant à la somme, les finances, David va peut-être plus de mémoire que moi. Non, mais la somme, c'est bien celle qui avait été convenue avec l'association. On avait pu faire un budget prévisionnel avec eux et ça correspondait au montant qui avait été versé en 2019. Donc le montant que vous avez discuté avec eux sera le montant. Allô? Oui, on vous écoute. Oui. Donc le montant qui avait été négocié avec l'asso sera celui qui sera donné. J'ai pas compris, pardon. Le montant couché dans la convention a été validé par l'association et également même son conseil. Donc tout a été vu avec l'association. Donc, peut-être rappeler, si vous le permettez, dans cette affaire, Monsieur Louiset, que la ville de Fécamp pallie au désengagement d'un certain nombre de partenaires. Et ça, je pense que c'est quand même utile de le dire, qu'une fois encore, des désengagements, notamment liés à des emplois qui pouvaient être aidés à une période et qui ne le sont plus, sont pris en charge par la ville de Fécamp. L'association existait, ses adhérents ont mesuré l'évolution qui a été faite et mesuré le fait qu'il y ait la période de la permanence pendant 20 heures qui soit aidée est un fait important. Mais nous, voilà, par contre, évidemment, toute l'association se pose des questions et par moi-même vous pose des questions à laquelle Pierre a répondu et qui me semble nous convenir. Parfait. Nous avons un contact permanent avec le président de l'association. Au besoin, nous pouvons recontacter le président de l'association. D'accord. Pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité. Merci beaucoup. Maison de la justice et du droit, et notamment le versement. Alors, nous servons de boîte aux lettres, entre guillemets, dans cette affaire, mais nous percevons de l'État un certain nombre de subventions que nous reversons aux associations qui sont citées ci-dessous. Notamment pour la période de mai à août 2020, parce que ces subventions sont aussi subordonnées à l'activité de ces associations. Donc, je vous égrène très rapidement. 487 € pour l'ADIL, 400 € pour Havre 76, 1 440 € pour le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, et 415 € et 12 centimes pour l'Ordre des avocats du barreau du Havre. Est-ce qu'il y a des questions? Des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci beaucoup. La délibération suivante. Donc, il s'agit d'approuver l'accueil d'une étape de la Solitaire du Figaro du 1er au 5 septembre 2021, d'approuver les termes de la convention à passer avec la société organisatrice OC Sport Penduic, d'autoriser la signature de cette fameuse convention et d'approuver le versement à cette société de la somme de 78 000 €, toutes taxes comprises. Pourquoi moi c'est 9? Pardon, on vient de me couper en me disant que ce n'était pas la bonne délibération. Donc, ça veut dire quoi? La mienne, elle est quoi?
Il y a un petit incident dans la salle sur un numéro de délibération. Il semble que j'ai pris la place de Stéphanie. Donc, que l'auditoire m'excuse, mais on va continuer, si vous voulez bien. Et donc, la solitaire du Figaro, donc, cette année, se déroulera en 4 étapes du 22 août au 16 septembre. Et donc, en effet, dans le cadre de mes fonctions à la région, où je suis en charge, vous le savez tous, du nautisme, eh bien, j'ai rencontré l'organisateur de cette grande course au retentissement national. Il n'y avait pas d'étape en Normandie. Et donc, nous avons pu obtenir cette étape à Fécamp. C'est un montant très important, mais en effet, un montant qui va être aidé et par la région, et par le département, et par nos mécènes, et qui vraiment permettra, je l'espère, parce que j'espère qu'au mois de septembre, nous pourrons vivre librement, en tous les cas beaucoup plus qu'aujourd'hui, et qui permettra aux Fécampois, en ce premier week-end de septembre, de pouvoir se retrouver autour d'un sport, autour d'une activité nautique qui, au fond, est aussi au cœur même de notre identité, de nous retourner à nouveau vers la mer. Donc, voilà pour cette délibération qui, en effet, est importante en termes de retombées, et notamment de retombées médiatiques, puisque la course du Figaro, c'est une présence dans tous les supports du journal, que ce soit magazine, que ce soit Madame, que ce soit Écho, que ce soit le journal même. Nous savons très bien que si nous devions, et nous ne le ferions pas, mais si nous devions faire de la publicité à hauteur du nombre de pages dont nous allons bénéficier, nous serions déjà à plus de 170 000 euros. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Oui. Qui dit oui? Pardon, Emmanuel. Oui, Emmanuel. Non, déjà pour vous dire qu'on va voter pour cette délibération, mais j'ai néanmoins quelques demandes de précision. Alors, vous nous aviez bien indiqué lors du précédent conseil, et c'est indiqué dans la délibération, le coût forfaitaire, entre guillemets, de cette manifestation, qui est de 78 000 euros TTC. Et par contre, après, est-ce que vous avez chiffré le coût global, du coup, qu'on ne retrouve pas, parce qu'il y a beaucoup d'engagements réalisés dans la convention, puisqu'on nous demande, et ce qui est logique, de contribuer à l'animation du site. Ce qui est un peu plus étonnant, c'est qu'ils nous demandent aussi de commander une tente de plus de 50 mètres carrés dans le village d'accueil au coût de 108 euros du mètre carré, de mettre à disposition une salle de briefing, enfin différentes salles, des endroits de stockage, ce qui est logique, mais aussi un espace de 120 mètres carrés dans le village pour les sponsors. Et cet espace, qui sera équipé de chaises, d'écrans plasma, etc., sera facturé par l'organisateur à la ville pour un coût de 3 000 euros. Donc, ils auraient pu l'intégrer dès le départ, je pense, dans le prix initial. Et ensuite, alors, mise à disposition de podium, etc., on va dire du gardiennage, c'est récurrent pour ce type de manifestation, mais encore faut-il le valoriser. Ils nous demandent aussi de mettre à disposition différents bateaux, dont un avec 150 places assises, de fournir le carburant des différentes vedettes et Zodiac, et aussi de prendre en charge l'organisation d'une soirée officielle dans un lieu iconique pour 350 personnes, ainsi que son animation, ainsi que prendre 260 nuitées avec petit déjeuner dans les hôtels 2 et 3 étoiles, et ou des gîtes pour une durée à définir et à proximité du village. Donc voilà, on va voter pour, mais clairement, est-ce que vous pouvez nous donner la vision d'ensemble du budget global de cette manifestation? Alors, c'est évidemment des questions que nous nous sommes posées. On est encore sur un certain nombre de points en négociation avec eux, c'est-à-dire que nous, on dispose de tentes, par exemple, et donc il n'est pas question qu'on aille louer les tentes à 100 euros du mètre, comme c'est indiqué. Sur les animations, les animations, c'est nous qui déciderons de quel niveau d'animation, et évidemment en fonction de la crise sanitaire. Pour l'instant, on estime probablement à 60 000 euros les frais supplémentaires en valorisation. Quoi qu'il en soit, moi, j'en prends l'engagement aujourd'hui de vous faire un bilan après cette opération entre ce que ça aura coûté complètement à la ville et ce que nous aurons obtenu en face en recettes, parce qu'il est vrai que Julien appelait mon attention l'autre jour en me disant, vous savez, il y a peut-être des choses qu'initialement n'avaient pas, il ne nous avait pas dit exactement précisément. Donc,
voilà, il faut vraiment qu'on fasse le bilan et puis il faut surtout qu'on puisse continuer à échanger avec eux, puisque initialement, ils nous avaient dit que, par exemple, certains mètres carrés de tente pouvaient très bien être échangés, on va dire, par la mise à disposition du club des régates ou la mise à disposition de là où nous sommes ou la mise à disposition de certaines salles. Et que donc c'était un cahier des charges, mais qui pouvait complètement s'adapter en fonction des moyens aussi de la collectivité. Donc on est évidemment extrêmement attentif et on vous fera un bilan complet de cette opération. Est-ce qu'il y a des votes contre? Non, je voudrais intervenir par rapport. Pardon, Monsieur Louiset. Par rapport à la Course du Figaro, je voudrais intervenir. Je m'étais renseigné auprès d'autres municipalités qui l'avaient organisé et elle m'avait annoncé un ticket d'entrée aux environs de 160 000 €. Et petit à petit, on s'approche donc de ces 160 000 € pour le coût d'une telle opération. Ah bah le ticket d'entrée, il est de 78 000 €. Oui, mais le coût total d'une opération qui est à 160 000 € et on s'en approche assez rapidement. Alors, donc, je voudrais qu'on dise quand on valorise tout, la mise à disposition, le personnel qui installera les barrières, le gardiennage, etc. Peut-être, c'est pour ça que je vous dis que en face, il faut qu'on puisse vous faire état des recettes. Puisque nous, quand on va faire nos demandes de subvention, les 40 000 € de la région, les 20 000 € du département, les 20 000 € supplémentaires probablement de la région, et ce que nous obtenons de nos, comment dirais-je, de nos mécènes, eh bien, nous l'espérons, la contribution de la ville sera faible. Mais en effet, ce sont des très grosses organisations et à la hauteur, en effet, d'un événement national. Est-ce qu'il y a des votes contre sur cette délibération? Est-ce qu'il y a des abstentions? Abstention, Cuisnier-Céline. Très bien. Merci beaucoup. Nous passons à l'inscription au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, des sentiers et chemins. Ah ben non, pardon. Stéphanie. J'ai loupé tout à l'heure. Et en fait, vous avez reçu aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai été un peu troublée, ça aurait dû être la dernière, je ne sais pas pourquoi elle était 9, une délibération qui vous a été envoyée par mail, nous nous en excusons. Mais nous sommes obligés aussi de nous adapter à la situation sanitaire. Il s'agit de la tarification pour les accueils collectifs de mineurs. Donc, déjà, je dois vous demander si vous êtes d'accord pour que nous présentions cette délibération, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, puisque vous ne l'avez pas eu dans le délai de 5 jours. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Ou est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Non, donc Stéphanie. Madame Carl-Lambert, vous bougez. Vous pouvez ouvrir votre micro? Je n'entends pas toujours très bien, ça coupe beaucoup depuis le début. Je suis un peu, ça coupe beaucoup? C'est pas très confortable pour moi aujourd'hui, mais je ne sais pas, ça fait 2 jours que j'ai des soucis de connexion. Ah, c'est vous, d'accord. Donc, je disais donc que je devais avoir votre accord puisque cette délibération, vous ne l'avez pas reçue dans les délais. Donc, j'ai obtenu cet accord, merci. Et donc, je passe la parole à Stéphanie pour la tarification des accueils collectifs de mineurs. Oui, comme vous le savez, la date des prochaines vacances scolaires a été avancée et commenceront donc dès lundi prochain. De ce fait, la ville de Fécamp va assurer l'accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise. Et cet accueil est ouvert aux enfants de 3 à 12 ans inclus, avec le repas. La tarification en vigueur pour les accueils de loisirs, repas compris, ne prévoit pas de tarif applicable à la tranche d'âge 3 à 6 ans, hormis durant la période estivale. Il est donc proposé d'élargir l'application de ces tarifs aux enfants de 3 à 6 ans, qui sont d'habitude accueillis sur la période estivale, aux prochaines vacances de printemps. Et vous avez donc les tarifs qui vous ont été mis en annexe. Et donc, ce sont exactement les mêmes que ceux appliqués l'été et qui seront donc appliqués aux prochaines vacances dès lundi. Nous vous invitons à en délibérer. Merci beaucoup. Tu peux peut-être nous faire un petit point pour les élus
de la situation au niveau des accueils, que ce soit dans les écoles pour les enfants des personnels prioritaires, dont Oui, la donc, liste a été un peu étendue. tout à fait. Donc là, pour cette semaine, 2 écoles ont été réquisitionnées, entre guillemets. Il s'agit de l'école du Port et de l'école Germaine Coty, où nous avions à peu près une quinzaine d'élèves à l'école du Port, une dizaine à l'école Germaine Coty. Un accueil a été assuré par nos animateurs tout ce mercredi sur les mêmes horaires, avec des repas assurés. Et puis, ça se passe très bien. Voilà, les enfants sont accueillis par des enseignants qu'ils connaissent ou pas, mais l'adaptation se fait très bien. Ben, tant mieux, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident pour ces jeunes élèves d'être accueillis par des personnels qui ne connaissent pas de façon un peu brutale, avec des changements. Beaucoup d'inscriptions, beaucoup de demandes d'inscription pour les centres de loisirs. Alors, ça commence, je dirais fort. On en a déjà au moins une quinzaine. C'est pour ça que là, on va diviser en 2 groupes. Un premier accueil va être fait à l'accueil des pirates au niveau de l'EAJ et un second à l'école Jean Lorrain. Donc, parce qu'il y a le dortoir et puis la salle de motricité pour accueillir donc cette tranche d'âge qui sera accueillie cette fois-ci. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Non? Pas de vote contre? Pas d'abstention? Merci beaucoup. Donc, la délibération suivante concerne l'inscription au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée des sentiers et chemins ruraux et PDESI. Alors, par délibération du 24 juillet 2020, la ville de Fécamp a autorisé l'inscription au plan départemental des espaces, sites et itinéraires de 20 sentiers et 7 parcelles communales traversées par des sentiers de randonnée. Ainsi, 12 circuits supplémentaires pourraient être classés en constituant alors une offre homogène de randonnée pédestre sur le territoire de la commune et de la communauté d'agglomération. La demande d'activité de pleine nature se fait croissante. En effet, les différents circuits de randonnée pédestre qui seront proposés à terme s'adressent tant aux randonneurs débutants qu'aux randonneurs confirmés. Ils empruntent pour certains le GR 21, récemment honoré de titre de GR préféré des Français de l'année 2020. Pour la commune, le classement des sentiers et chemins ruraux garantit l'inaliénabilité de ceux-ci. Ainsi, le classement des parcelles cadastrées section BW 100 et 108 contribuera et garantira la pérennité des sentiers très fréquentés, tant par les locaux que par les touristes. Compte tenu de ce qui précède, nous vous proposons de bien vouloir accepter l'inscription au plan départemental de ces parcelles, de s'engager également à proposer un itinéraire de substitution en cas de modification résultant d'opérations foncières ou de remembrement, et de s'engager à conserver leur caractère public, de prendre acte que l'inscription des chemins ruraux vaut inscription au plan départemental des espaces, sites et itinéraires. Nous vous invitons à en délibérer. Alors, il y a une petite coquille, hein, ce ne sont pas les locaux, mais les habitants. Ça là va de soi. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Non? Une bonne chose, cette inscription. Pas de vote contre, pas d'abstention, merci beaucoup. La défense extérieure contre l'incendie, avec l'approbation du schéma communal de défense extérieure contre l'incendie. Un élément extrêmement important aussi, un gros travail. Alors, le décret du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie définit les règles relatives aux procédures de création, d'aménagement, d'entretien et de vérification des points d'eau servant à l'alimentation des moyens de lutte contre l'incendie. En application de ce décret, la défense extérieure contre l'incendie communal est désormais définie par un référentiel, un règlement départemental et un schéma communal ou intercommunal de défense extérieure. Le maire exerce le pouvoir de police administratif et de ce fait, qui consiste en pratique pour l'autorité compétente à décider de la mise en œuvre, à faire procéder au contrôle périodique. En 2019, la ville de Fécamp a confié au bureau d'études Aegis Eau l'élaboration de son schéma communal de DECI. C'est quoi le DECI pour ceux qui nous écoutent? C'est la défense extérieure contre l'incendie, voilà. telle que vous l'avez présentée, Madame le maire, en introduction. C'est ça. Alors, en application de l'article R 2225-5 du Code général des collectivités territoriales, ont ainsi été consultés pour avis par courrier d'octobre 2019 la Direction départementale des territoires et de la mer,
le service départemental d'incendie et de secours, la commune de Colleville, la commune de Senneville-sur-Fécamp, la commune de Toussaint, de Saint-Léonard, la régie d'eau potable de Fécamp, le SIAPA de la région de Fécamp-Sud-Ouest. Et le document doit être soumis à l'approbation du conseil municipal. Donc, nos voisins. Voilà. En conséquence, nous vous proposons de bien vouloir approuver le schéma communal 6 juin. Nous vous invitons à en délibérer. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur ce schéma communal de défense extérieure contre l'incendie qui, encore une fois, est un très gros document, mais en effet extrêmement important. Alors, ce type de document, on a parfois l'impression que on se demande à quoi ça sert. Le jour où on a une grosse difficulté, eh bien, on est très content d'y avoir réfléchi, d'avoir tout anticipé, d'avoir vu où il y a de la pression ou pas et d'avoir pu y remédier. Pas de vote contre, pas d'abstention. Merci beaucoup. L'attribution de subventions municipales dans le cadre du FISAC, s'il te plaît, Elisa. Oui, bonsoir à tous. La délibération numéro 13 concerne l'attribution de la subvention FISAC. À ce titre, nous avons reçu les 3 dernières demandes du dispositif qui, je le rappelle, s'est éteint au 31 janvier. Le premier dossier nous vient de la boutique Pomme Caramel pour des travaux liés au changement de fournisseur et à la mise aux normes de la cabine d'essayage. La subvention sollicitée et attribuable est de 15 494 € et 14 centimes hors taxe, soit 7 747,07 € pour la ville et de même pour l'État. La deuxième demande concerne le COFI de Clos. Les travaux concernent la modernisation d'une partie de la façade et l'installation d'une climatisation. La subvention sollicitée et attribuable est de 2 555,94 € hors taxe, soit 1 277,97 € hors taxe pour la ville et de même pour l'État. Et pour terminer, le dernier dossier déposé concerne Fécamp Matériel Médical pour des travaux de rénovation de la façade. La subvention sollicitée et attribuable est de 3 666 € hors taxe, soit 1 833 € hors taxe pour la ville et 1 800,33 € hors taxe pour l'État. En conséquence, nous vous proposons de bien vouloir attribuer les subventions sollicitées. Nous vous invitons à en délibérer. Merci beaucoup. Peut-être, comme tu l'as indiqué, rappeler que ce dispositif et ce soutien de l'État s'éteint malheureusement cette année, en tout début d'année, et que nous avons inscrit des crédits budgétaires pour nous substituer et continuer, si besoin est et si les commerçants le souhaitent, à les accompagner dans cette démarche de modernisation et de travaux qu'ils pourraient avoir à faire. Des questions sur cette délibération? Monsieur Louiset, je crois que vous… Oui. Donc, je vais faire la même observation que celle que j'ai faite en commission. Je suis d'accord qu'on aide les commerçants, mais je pense qu'il faut qu'il y ait des garanties. On ne peut pas aider les entreprises sans qu'il y ait des garanties pour l'emploi. L'exemple de la chocolaterie Auto, qui pourtant disait ne pas avoir de personnes qui vont se retrouver sur le carreau, est probante, puisque déjà, il y a des procédures de rupture de contrat qui sont en cours. Et donner de l'argent aux entreprises, oui, mais des garanties, il faut qu'il y ait des garanties sur l'emploi et que ce ne soit pas seulement des dons financiers pour les entreprises. Voilà. C'est notre avis. Et donc, ils abstiendront sur ces aides. Monsieur Louiset, donc nous connaissons votre principe, votre constance sur ces sujets. Là, on est sur des petits commerces et on est sur des choses sur lesquelles qui ne peuvent pas partir. De toute façon, on est dans la valorisation du commerce, de notre commerce de centre-ville, puisqu'il serait autre chose éventuellement que d'aider sur de l'investissement de machines ou de choses comme ça qui pourraient, vous avez raison, on l'a malheureusement parfois vu, disparaître ailleurs au gré d'une vente. Là, on est vraiment sur des travaux d'amélioration qui contribuent aussi à l'embellissement de notre ville. Donc, ces fonds de commerce et les améliorations qu'ils font modernisent à la limite nos équipements et facilitent une reprise si toutefois il devait y avoir cession. Et c'est un accompagnement en effet à la modernisation plus que… vous voyez les montants. On n'est pas sur des très gros travaux,
mais qui constitue quand même un effet levier qui fait que les commerçants se lancent pour refaire ici la façade, ici la vitrine et rendre plus attractif leur commerce. Mais j'entends votre argumentation et c'est aussi quelque chose que l'on partage. Et en effet, certaines entreprises dont je ne donnerai pas les noms, à un moment donné, ont pu espérer aussi ou là parfois nous faire monter au cocotier. C'est une chose auquel nous nous refusons. Alors, je reprends un argument que vous venez de donner, hein, c'est l'argument pour faciliter la reprise. Il ne faudrait pas que ce soit un effet d'aubaine pour embellir le magasin de façon à pouvoir le revendre plus cher. C'est aussi une des questions que je pose. Ouais, moi, ce qui est important pour moi, c'est que les commerces trouvent repreneurs systématiquement et qu'on n'ait pas de porte fermée. Et quand on sait qu'on a en effet de la demande pour reprendre des commerces, mais que parfois celui qui veut reprendre se dit si j'ai beaucoup de travaux, je ne le ferai pas. Vous voyez, on est aussi là-dedans quand on peut échanger avec eux. Oui, alors je réponds à votre argument. Sur cet argument-là, évidemment, la reprise se fera beaucoup plus cher si le fonds a été remis en état, et donc au bénéfice de la personne qui vend. Et c'est pour ça que… Au bénéfice de l'ensemble des FIC Emploi qui bénéficieront d'un commerce qui est maintenu, qui est vif, et d'un centre-ville qui peut continuer à l'être, parce que si nous ne faisons pas ça et que nous ne luttons pas pour le vieillissement de certains commerces, etc., on sait qu'il en va de l'attractivité même de notre centre-ville, notamment quand, je vous le rappelle, on est toujours en concurrence avec des surfaces moyennes, voire des grandes surfaces en périphérie. Là, on est vraiment bien sur du petit commerce. Par contre, je suis tout à fait d'accord qu'il y ait des indications qui permettent de repérer plus facilement les commerces de proximité et quand il y a avec des propositions qui peuvent être, par exemple, une semaine dans une rue, on organise une animation pour aider ces commerçants à vivre et pour que les FIC Emploi soient incités à venir vivre, à venir acheter dans les rues commerçantes de Fécamp. C'est ce qu'on fait également. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Oui, comme je… Donc, vous vous abstenez, Monsieur Louisier. Vous êtes le seul? D'accord. Monsieur Louisier, une abstention. Merci beaucoup. Reynald, est-ce que tu es avec nous? Mais bien sûr, je suis avec vous, Madame le maire. Ah, t'es où? On ne voit pas. Je ne vois pas, moi je te vois. Ah, d'accord, tu es en visio? Je suis en visio, oui, tout à fait. Ah, très bien. Donc, Reynald Maheu pour la bourse au permis de conduire. Oui, une délibération habituelle et c'est toujours un plaisir de reprendre le flambeau de David sur le mandat précédent. Donc, une bourse pour l'attribution des bourses pour le permis de conduire. Donc, une bourse d'un montant de 2 000 € sera attribuée à chaque personne qui va candidater. Donc, vous avez dans cette délibération les personnes qui ont été retenues. Donc, rappelez que cette bourse au permis de conduire a 3 critères pour pouvoir être éligible. 1, l'accès à l'emploi. Donc, on regarde le profil du candidat, l'insertion sociale, prenant en compte le parcours social du candidat et l'engagement citoyen, tenant compte de l'investissement du candidat. Donc, il est rappelé également qu'en contrepartie, nous demandons au candidat 80 heures de travail bénévole, soit au sein de la ville de Fécamp ou encore du CCAS. Rappelez également que le choix des candidats se fait en lien avec le pôle emploi, la mission locale, le bureau municipal de l'emploi, le CCAS et la ville. Donc, bien entendu, l'auto-école et la commune font des points d'étape réguliers pour rendre compte de l'avancement du permis de conduire des candidats et également aussi pour les assurer, les motiver et qu'en fin de compte, ils obtiennent un permis assez rapidement. Donc, les auto-écoles partenaires s'engagent par convention à mettre tout en œuvre pour les moyens du permis de conduire. Elles s'engagent notamment à fournir à la commune l'ensemble des éléments concernant les apprenants, notamment ceux qui poursuivent l'assiduité pour mieux accompagner les bénéficiaires. Donc, vous avez les noms des 15 candidats retenus. Donc, en conséquence, il vous est proposé de valider cette délibération. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions pour Reynald, que je vois maintenant?
Non, pas de questions? Des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci beaucoup. Ainsi se termine ce conseil municipal. Peut-être vous donner 2 dates pour que vous puissiez les noter dans votre agenda. Le prochain conseil municipal, le 10 mai, donc lundi 10 mai, et le suivant, le lundi 28 juin. Donc le 10 mai et le 28 juin, sans doute toujours dans la configuration telle que nous la connaissons. En tous les cas, vous verrez sur vos convocations la manière dont elle se tiendra, mais il se peut qu'elle se soit encore, je le crains, en visio et en présentiel. Bonjour, c'est Laure Isabelle. Pardon? Laure Isabelle, vous m'entendez? Oui. Madame Ligaudon. Oui. Son nom de famille. Je n'ai pas eu le temps tout à l'heure. Je voulais déjà dire bonjour à tout le monde, mais je voulais vous poser une question par rapport à l'étape du Figaro, que je trouve très bien. Enfin, je vous écoute, mais le conseil je municipal, je comprends pas pourquoi vous intervenez. Mais parce que j'ai pas eu le temps en fait d'appuyer ou de voilà. Ah d'accord, bon. Voilà, à distance des fois c'est un peu, on fait des gestes, mais bon c'est pas toujours. Ah d'accord, oui. Donc non, c'est pas du tout. En fait, je trouve ça très bien. Hein, c'est une bonne nouvelle. En revanche, par rapport à ce que vous disiez, je trouve ça aussi très bien que vous nous proposiez après un bilan très très clair de ce que ça aura coûté, de ce que sera rapporté. Mais en fait, j'aimerais bien introduire l'idée que ce serait bien que sur ce genre de projet, on ait une visibilité de votre prospective de valorisation et de bénéfices pour la ville en termes de communication ou budgétaire, puisqu'effectivement, comme vous l'avez dit, ça évite beaucoup de publicité et ça ramène beaucoup de presse. Et voilà, qu'on ait quelque chose un petit peu de... C'est vrai qu'on aurait pu le mettre dans la délibération. Parce que voilà, je suppose que vous avez travaillé dessus et moi, j'aimerais bien voir un petit peu... avant, on peut se tromper, ça peut se décaler, ça peut coûter plus cher que prévu, ça peut se rattraper, il y a des tas de choses, mais voilà, qu'est-ce que vous et qu'est-ce que nous, on peut projeter comme bénéfice pour la ville, autre que simplement le fait qu'il y ait des tas de touristes qui viennent et des gens de la région. C'est vraiment la notoriété sur le long terme quand vous faites des opérations comme celle-ci. On est en effet sur le moment, c'est-à-dire que ça facilite... on fait venir énormément de personnes qui, en effet, probablement ne seraient pas venues le premier week-end de septembre. Si elles étaient venues l'été, on voit bien que dès que l'école reprend, souvent c'est beaucoup plus calme. Donc, en effet, attractivité à l'instant T. Et puis, on ancre aussi le fait que notre territoire renoue aussi avec sa tradition de course nautique. Ah oui, non, mais ça, moi, je trouve ça vraiment bien. Une année sur 2, nous organisions le Tour de France à la voile. Cette année, le Tour de France à la voile n'a pas pu se faire puisque ça a été repris. Le groupe ASO a vendu le groupe et donc ne sont pas sur l'organisation de l'événement. Ça reprendra sans doute l'année prochaine. Et donc, nous n'avions rien d'inscrit cette année, ce qui, au fond, était décevant. Et on avait une inscription, on va dire, budgétaire, en tous les cas politique, de dire que tous les 2 ans, nous inscrivons sur un événement qui soit sportif. On souhaite alterner par rapport à l'identité nautique une année sportive et une année patrimoniale avec notamment Fécamp d'Escale qui aura lieu l'année prochaine. Donc, c'est comme ça qu'on souhaiterait alterner, qu'on ne soit pas que sur du patrimonial, mais aussi du sportif, puisque l'identité du nautisme, c'est tout ça à la fois, c'est aussi de l'enseignement. Et on voit bien que malheureusement, encore peu de familles, trop peu de familles ont accès, ou d'enfants ont accès, même si l'enseignement de la voile se fait dès le primaire, derrière, on voit bien qu'on a du mal à accompagner. Donc, on a aussi cette idée de dire on habite en bord de mer et bien parfois, certaines familles ont du mal à aller au bord de la mer. Donc,
c'est un travail qui va aussi permettre aux centres sociaux, là je parle sous le couvert de Dominique, eh bien, de faire descendre, même si ça paraît parfois un peu étonnant, certaines familles pour voir les bateaux. On souhaiterait qu'il puisse y avoir quelques conférences qui soient organisées aussi sur le plan sportif avec les enfants pour leur expliquer que ce n'est pas simplement le moment où on gagne, ça demande beaucoup, beaucoup de travail, ça demande beaucoup de ténacité, ça demande, bref, ça fait appel à des valeurs qu'on a aussi envie de transmettre. Ben voilà, en fait, voilà, moi j'aimerais bien qu'on ait que ce soit en tant qu'élu ou en tant qu'administré, pour le coup, sur ce genre de projets qui sont super importants et qui ont, on va dire, des impacts dans différents domaines sociaux, culturels, et qui peuvent associer tellement de choses de la ville de Fécamp. Voilà, je pense au patrimoine. Enfin, il y a des tas de l'éducation, les enfants, les valeurs que bon, alors ça, après, on n'a pas forcément tous les mêmes, mais c'est très bien de les transmettre, quelles qu'elles soient. Donc voilà, moi j'aimerais bien sur ce genre de choses qu'on ait des projets qui nous montrent un petit peu ce que vous voulez, les impacts que vous voulez donner et les bénéfices. C'est vrai que on doit reconnaître que pour la course du Figaro, on a obtenu une réponse au fond assez récemment. On a été cette rencontre, elle se fait en début d'année, hein, donc c'est la première fois que la Figaro elle vient à Fécamp. Donc c'est vrai qu'on ne va pas, et puis ce sera peut-être la dernière fois parce qu'on fera le bilan derrière et nous verrons. Et puis on verra peut-être à reprendre le Tour de France à la voile, puisque le Tour de France à la voile, c'était un partenariat, un accord en quelque sorte que j'avais avec le maire de Dieppe, qui auparavant l'accueillait tous les ans et qui m'avait dit, tu sais, c'est quand même assez cher. Et ça serait bien si on pouvait faire une année sur 2. Et nous, on savait qu'on n'aurait pas non plus les moyens d'avoir un partenariat avec eux tous les ans. Donc, comme ça, c'était très bien, c'était une année sur 2. Peut-être qu'on décidera de faire la même chose, puisque cette année, Dieppe n'a pas accueilli, et c'est sans doute pour ça aussi que nous avons pu la récupérer. Dieppe n'a pas accueilli la Figaro parce que ça tombait ou ça tombe le week-end où ils font leur festival des cerfs-volants. Et là, ils n'avaient pas de personnel à mettre à disposition. Donc, j'espère, on va faire le maximum pour associer le plus de public possible, le plus largement. Mais c'est vrai que quand on est le premier week-end de septembre, sur le plan pédagogique, c'est un peu compliqué. Là, c'est l'ancien prof qui parle. En revanche, une chose est certaine, c'est que pour Fécamp Grande Escale, on est vraiment, puisque là, on a eu du temps, on est vraiment sur l'association avec les écoles. Et encore récemment, on était à l'Assemblée générale avec Pierre et le secrétaire général de l'association nous disait à quel point pour lui, c'était important de travailler tant avec les primaires qu'avec les collégiens, qu'avec les lycéens. Donc, c'est vrai qu'on ne doit pas donner le sentiment que ces événements ils viennent juste comme ça, que c'est one shot. Et ouais, voilà. Il faut qu'il y ait quelque chose derrière. Je partage votre analyse, sachant encore une fois que quand c'est la première année, c'est plus compliqué. On peut le faire plus facilement avec des événements que nous créons de toutes pièces et pour lesquels eh bien, il peut y avoir un vrai travail avec les locaux, avec les bénévoles. Et ce sera encore une fois, je pense, beaucoup plus le cas avec Fécamp Grande Escale, il faut le reconnaître, qu'avec la course du Figaro. Merci. Merci à vous tous. Bonne soirée et donc prochain conseil municipal le 10 mai. Bon. Tout est éteint là. On n'est plus en direct. Là, il n'y a plus rien enregistré. 40 millions d'euros.